Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis Ouattara Boubacar, doctorant au département d'histoire de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Ce matin, je suis devant vous pour vous présenter les résultats de notre travail portant sur les thèmes suivants: montée du schisme et compétition religieuse en Côte d'Ivoire, wahhabite et chiite sur la scène islamique. Merci aux organisateurs d'avoir accepté cette communication qui se déroule dans un contexte d'exacerbation des tensions entre les sunnites et chiites dans le monde musulman. Mais le cas de la Côte d'Ivoire, pour le moment, il n'y a pas de conflit ouvert, mais il faut dire que cela n'est pas synonyme de l'absence de compétition. Schisme, qu'est-ce que signifie schisme? Schisme signifie littéralement Shia, qui est le mot arabe Shia, qui veut dire partisan de Ali. Partisan de Ali, le schisme constitue aujourd'hui la deuxième grande famille de l'islam, après le sunnisme. Le schisme représente 15% de la population musulmane mondiale. Lorsqu'on parle de sectarisme, rivalité et contestation, quel est en fait votre positionnement par rapport au schisme? Puisque jusqu'à présent, on sent que ce mouvement religieux n'est pas aussi dynamique comparé au confrérisme qui existe depuis très longtemps et le wahhabisme. So I'll start by mentioning simply that there's a very common assumption, at least in Western discourse, that Saudi politics and the Wahhabi mission are one and the same thing. And I would like to start off by explaining a little bit where this comes from, what this Wahhabi mission actually is. Then I'll jump into the 20th century quite quickly, tell you just a little bit about how the modern state of Saudi Arabia came about, and then speak about various facets of the spread of the Wahhabi mission internationally and notably to West Africa. Donc cette université, comme il a dit, nous avons, au moins c'est mixte. Nous avons un campus ici, là où on se trouve, et l'autre campus se trouve à Niamey pour les jeunes filles. Bientôt, nous allons ouvrir notre grande université pour les filles, qui va occuper pendant plus de 3000 étudiants venant de toute la sous-région. Donc vraiment, c'est de récupérer les enseignants et les filles qui ont fréquenté le franco-arabe dans leur pays. Maintenant, il y avait une discrimination pour les femmes, pour les filles. Parce que les filles, après le bac, après la licence ou la maîtrise, elles ne peuvent pas continuer. D'autres parlent, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a fait en sorte que vraiment le Niger soit le pôle pour ces jeunes filles, pour l'enseignement supérieur jusqu'au doctorat pour cette université. Raison pour laquelle nous voulons que vraiment tous ces pays-là, des filles qui sont restées, qui ont fait le franco-arabe et qui n'ont pas eu vraiment débouché pour continuer les études, peuvent venir vraiment s'inscrire à cette université. Avant, les étudiants de l'université islamique, à la sortie, dans les autres pays, il y avait un problème d'insertion dans la fonction publique. Beaucoup d'entre eux chez eux, ils sont obligés d'aller enseigner dans les mosquées, mais être des imams. Après, on a compris, ah, mais ces gens-là, si on les laisse vraiment tout avec la maîtrise, et qu'avec cette maîtrise, on ne peut pas travailler chez eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les parents vous disent, ah, il faut former un centre de formation. Et avec ça maintenant, nous avons vraiment ceux qui ont vraiment un niveau avancé en électricité, en froid, en mécanique, et c'est avec ça qu'on a accompagné les étudiants. Aujourd'hui, il y a combien d'étudiants sortis de
l'université à Blimoun, ils sont au chômage. Ils ont leur maîtrise, ils ont leur DEA, mais il n'y a pas de travail. Ils sont en train de prendre du thé sur le banc. Ça, c'est voilà, ici au Niger, au Mali, au Burkina, au Sénégal. Il y a des gens, en Côte d'Ivoire, il y a ceux qui chôment. Mais nous, c'est pas parce qu'on veut avoir le diplôme universitaire et aller travailler dans la Mecque. Non, c'est pas ça. Parce que, à défaut de la mère, on tête sa grand-mère. Si la mère est décédée, donc maintenant il faut t'aider ta grand-mère. Donc maintenant il faut qu'on ne peut pas travailler. La France publique ne l'écoute pas. Là on a cette chance. On va travailler dans ça. Aujourd'hui, quand vous prenez les affaires étrangères, il y a beaucoup qui sont sur l'université. Quand tu prends vraiment au niveau de l'enseignement supérieur, il y a beaucoup. Moi je suis un fruit de cette université. Je suis un cadre du ministère de l'enseignement supérieur. Je suis détaché dans cette université. Quand on parle du ministère du Commerce, on a beaucoup qui sont maintenant au niveau du ministère du Commerce. Donc partout on en a. Même maintenant, comme vous savez, le marché est saturé. La fonction publique maintenant, on ne peut plus recruter les gens. Pas de chômage. Nous, nos étudiants ont la chance, ils ne partent pas au chômage. Ils ont un travail, ils ont à gagner dans ça. Ah ouais. Non, dans le temps. Ouais, dans le temps. Mais c'est de ça, il passe. Oui, c'est le reste de la Donc, en fait, Baki, il y a eu beaucoup de débats très intéressants, si tu veux, sur la question des femmes, de la réappropriation des corps. Si on prend la tendance, des débats naissent en France et puis après migrent, arrivent chez nous. Dans les années 2000, il y a eu tout un tas de débats en France, en fait, où il était question que les femmes deviennent des chasseuses. Il y a eu des films, il y a eu des romans, etc. Où on disait en fait, les femmes ont aussi droit au plaisir, etc. Donc il faut voir que ces débats-là arrivent aussi dans nos propres contextes. Et qu'est-ce que ça donne dans un contexte où on dit que les idéologies qui dominent sont des idéologies musulmanes ou bien les croyances, les pratiques sont... Donc comment les femmes naviguent à l'intérieur de consensus sociaux qui semblent dire qu'on les reflète, mais qui essaient aussi de se donner des possibilités en fait de s'exprimer et d'exprimer leurs possibilités. In some of the cases, it is clearly indicated that Muslim women of Accra follow the rules of Islamic divorce to the letter, whereas in other cases, they go through a different kind of divorce, which Erin Stiles terms symbolic divorce. Although the latter procedure of divorces seems illegitimate, it metamorphoses into a legitimate divorce and sometimes culminates in what is colloquially called marriage on top of marriage. To this end, the chapter raises particular questions concerning the tension that arises in the application of divorce procedures as per the established norms in Islamic jurisprudential sources.